Oyoki te, otali ba info te, omoni ba maquette te, omoni signature ya ba contrat te. Seul partenaire immobilier sûr, Objectif Habitat Asbel, Maman Moseka. Kotoyo ekomi kosila. Epa na biso nungu nungu ezala te. Tobanda na la île, tokomi na la 7. Maman Moseka, partenaire ya sûr. Kotoyo ekomi osila o. Afin que bato nyonso bazala servi, mbala oyo platinum, gold, silver. Platinum, $6,000. Gold, $4,500. Silver, $3,500. 20 sur 20 na Maluku, na Macadam, nouvelle zone économique Pene. 400 mètres carrés, payable en 12 tranches. Pour na maïpe sécurité, to rassira. Maman Lor Mama ya opportunité à Koma na Gombe, avenue Lukusa numéro 5, rond-point Forestcom. Objectif Habitat, votre objectif. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, merci de suivre Face à Face un nouveau numéro de la semaine. Je reçois le professeur Dr Chirandi qui est avec moi sur ce plateau, avec qui nous allons parler de bien de sujets. On parlera du nouveau gouvernement, on parlera de l'état des sièges, nous allons aussi parler de la liberté de la presse, on parlera de beaucoup de sujets d'actualité au cours de cette émission. Mais commençons d'abord par dire bienvenue, professeur. Comment allez-vous? Je vais bien, maître Christian. Comment vous allez? Ça va, on tient, on se bat. Ouais, je tiens encore à vous présenter mes condoléances. Merci. Pour le décès de votre sœur. Oui, vous n'étiez pas acquis, vous étiez certainement dans le monde en train de faire des conférences. Non, oui, je pense que j'étais dans certains déplacements, pas seulement conférence, mais oui, j'étais dans un déplacement, un travail politique. Même, ça va, on est du cœur avec vous. Que Dieu vous encourage, que Dieu vous soutienne. D'accord. Merci. Alors, ça va quand même, hein? Ça va, ça émotionnellement. Va. Ça va, on se remet. Ouais. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui répond. Oui, il faut accepter des situations pareilles, il n'y a pas de problème. Alors, professeur, le pays a aujourd'hui un nouveau gouvernement. Le tout premier conseil des ministres a eu lieu, le chef de l'État avec son premier ministre, avec son gouvernement. Et nous avons entendu, premier conseil des ministres, grande décision. C'est des projets agricoles qui ont été décrétés, c'est l'état des sièges qui a été décrété. D'abord, le gouvernement, comment vous l'avez salué? Je pense que le président avait écouté et moi, personnellement, j'ai des sentiments et ces sentiments-là peut-être c'est justifiable de mon côté. Le premier, j'applaudis le président pour le profil d'avoir considéré aussi la jeunesse et surtout aussi d'avoir considéré le fait que le peuple voulait de nouveaux visages. La population voulait des visages de gens qui sont là, mais qui ne sont pas là réellement. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, on sait qu'ils ont été peut-être, ils sont dans une fonction, mais ils peuvent servir le peuple en étant des mains propres. Ils n'ont pas un passé qui décrit qu'ils ont volé, ils ont fait quelque chose d'autre. Et aussi, il y a un rapprochement avec le peuple. Le gouvernement ici nous a montré clair que être devenu ministre n'est pas un mystère, n'est pas quelque chose de magique, quoi. N'est pas quelque chose qui est difficile, donc c'est normal, être humain, et puis tu peux devenir ministre si tu mets tes atouts, tu mets tes expériences, et ainsi tes relations. Ça, c'est le premier sentiment. Le deuxième sentiment, c'est que j'ai, c'est le sentiment de novice. Je suis fermement de gens qui croient réellement que le leadership est très important, mais ça nécessite une forme, pas simplement d'expérience, mais une forme de maturité politique. Alors, la question est de savoir si parmi toutes les personnes que le président a pu mettre en place ont certaines maturités politiques. Je ne peux pas les juger, je ne sais pas. J'en connais beaucoup. Je pense que sur le ministre, je pense au moins 95%, je connais tous ces ministres. Donc, c'est à eux maintenant de mettre leur maturité en place pour diriger ces pays.
C'est un gouvernement qui sort pendant un temps qui est très difficile. Le pays traverse un temps très difficile. Les réserves de banque, il n'y a pas d'argent, l'économie est en train de décliner, il y a une inflation qui est presque à la porte, il y a beaucoup de choses. Donc, est-ce que ce gouvernement, ça c'est parmi les plus grandes questions, est-ce que ce gouvernement a la capacité? Parce que le mot qui est ici important, c'est la capacité. Est-ce que le gouvernement a la capacité d'essayer de remonter ces niveaux? À 26 ans, nous avons à 28 ans, je pense, Oui. Madame Aminata, qui 28 a ans. 28 ans. Mhm. Elle est ministre de l'EPST. Mhm. Et vous avez Mouyaya Patrick, qui Qui est a jeune. 42 ans, je crois, 41 ans, Il y quelque a chose aussi, comme ça. oui, il y a Oui. aussi Onej, Oui. le vice-ministre des Les Finances, finances, qui qui a a une quel âge? trentaine. Je la Une connais depuis qu'elle était jeune, 12 ans, 13 ans. Ah, d'accord. Hein, Alors, je la connais. mais est-ce que vous pensez que ça donne une très belle image pour dire, hein, depuis Kabila, il n'y a jamais eu de ministre de 28 ans? Bon, maintenant, là, on a un ministre de 28 ans. Est-ce que le problème, c'est au niveau de l'âge ou le problème, c'est au niveau de la compétence? En fait, c'est ça ce que je viens de dire. Le problème, ce n'est pas l'âge. Vous êtes jeune, je suis jeune, mais cela ne veut pas, moi j'ai des employés à moi, donc ce ne veut pas dire que la jeunesse a un problème. Non, c'est les compétences, mais cette compétence-là, c'est enveloppé dans quelque chose qu'on appelle la maturité. Donc, cette maturité, avoir la compétence, c'est une chose dans le monde du travail, dans le monde de la politique. Mais vous avez besoin aussi de cette maturité politique qui vous demande à comprendre quelles sont les choses de l'État, quelles sont les choses à dire et à ne pas dire, quelles sont les choses à être discret, quels sont les genres de décisions qu'il faut prendre. On ne prend plus de décisions égocentriques, on ne prend plus de décisions à penser en soi-même. On prend des décisions pour passer à 80 millions de la population. Donc cette population-là, elles sont là. Alors c'est maintenant, je pense que ce gouvernement doit passer par un niveau d'évaluation et cette évaluation ici doit être acceptable. Donc le Premier ministre, le Président de la République doit accepter que le peuple ou les journalistes, que passant par le peuple, exprimer leur sorte de donner leur évaluation. Ils doivent exprimer leur frustration, ils doivent être capables de faire les critiques, pas les criticismes qui est parlé négativement, mais les critiques, donner leurs opinions. Et cela ne peut se faire que pendant un moment. Donc, c'est-à-dire qu'on donne au gouvernement, après 3 mois, on doit évaluer. Ils sont où, ils nous amènent où, le pays va où, tout ça. Après 6 mois, qu'est-ce qui se passe? Donc, ce sont des choses qui sont très importantes. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt de la récompense au lieu de la compétence? Merci beaucoup de la question. Et je dois être sincère, c'est les deux. Dans le monde politique, vous savez, par la grâce de Dieu, en gérant avec plus de 7 présidents au monde, et surtout dans la dynamique des pays africains, les pays asiatiques, même l'Amérique du Sud, lorsqu'on touche les pays africains, on voit les histoires des tribus, des ethnies. Lorsqu'on voit l'Amérique, il y a les concessions qui se font dans les partis politiques, parce que nous avons les républicains conservateurs, les républicains qu'on appelle, et puis nous avons les démocrates libéraux. Donc c'est divisé, mais il faut des négociations. Et ces négociations-là font partir à ce qu'on appelle les récompenses. Parce que la politique, c'est un leadership transactionnel. Vous donnez et je vous donne. C'est un échange en place. Mais il y a aussi une partie des compétences, et c'est comme ça que lorsqu'il y a cet échange-là, le président de la République ou le chef du gouvernement doit être capable de demander les gens qui sont compétents. Alors s'il ne prend pas les gens qui sont compétents, et cet échange, cette récompense-là créera des problèmes. Alors prenons le profil des uns et des autres par rapport au ministère. Oui. Pensez-vous qu'il y a eu un problème de casting qui a échoué en même temps? Quand on voit par exemple Moïndo Nzangi, ministre de l'ESU, et quand on voit professeur Tony Mwaba, ministre de l'EPST, alors est-ce qu'on ne se dit pas qu'il y a eu une erreur de profil je sais pas. Je pense aussi que le président de la République, lui aussi, il est en train de développer son expérience en travaillant. Le casting, c'est le premier grand test de leadership en responsabilité. Lorsqu'un leader est responsable à une position quelconque,
son premier test de leadership, c'est la décision de mettre celui qui doit travailler pour lui. Le président de la République aux États-Unis, c'est le vice-président. Le premier ministre au Canada, c'est de mettre son gouvernement en place. Et c'est un test qui est très, très important. Et le casting, normalement, c'est la chose la plus difficile pour beaucoup de leaders. J'ai parlé hier avec un autre député, un ministre, qui ont discuté et il me posait des questions sur l'histoire des castings, sur notre président d'un pays. Il me demandait, qu'est-ce que tu penses de ce président? Et je lui ai répondu, j'ai dit, ce président a toujours eu beaucoup de problèmes de casting, les gens qu'il met à la place. Alors, le président Félix, on ne saura pas vraiment décrire si le casting a un problème. C'est lorsqu'on va voir comment est-ce que ces gens sont en train de travailler, on sera capable de dire que si le casting était bon ou n'est pas bon. Mais dire que le casting était meilleur, non. Il y a des endroits où il pouvait avoir des ajustements. Très bien. Tel qu'il y a des ministères qui ont été coupés, mais ça ne pouvait pas se faire de cette façon. Mais c'est lui aussi, il apprend. Mais développer un peu, quand vous dites que des ministères qui ont été coupés ou des ministères qui oui, mais il y a des ministères, comme quoi par exemple le ministère Guy Luando, le ministre de l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, ça vient d'évidemment avec quoi? Avec l'urbanisme. L'urbanisme et l'habitat. Habitat et aménagement du territoire. Donc, il y a des ministères qui devaient rester ensemble, mais je crois que à cause des accords, ces ministères-là se sont séparés. Mais c'est Kabila qui nous a amené ces histoires-là. Oui, Kabila nous a amené une soixantaine de ministres. Oui. Et vous pouvez avoir raison, peut-être c'est Kabila qui nous a amené ça, comme vous êtes en train de dire, parce qu'on devait récompenser tout le monde. Et avec le nouveau président, on ne peut pas continuer avec les choses qu'on n'a pas voulu la fois passée. C'est la raison pour laquelle il met le renouvellement de la classe politique. Tu ne peux pas mettre le renouvellement de la classe politique ici, les nouvelles faces, et de l'autre côté, vous voulez utiliser les mêmes méthodes. Ça ne va pas marcher. Les méthodes et les méthodologies doivent être en place. Donc maintenant, on peut comprendre qu'il y a l'infrastructure, l'urbanisme et l'habitat, il y a tout ce que vous dites là, on ne le sait pas, parce que c'est le premier gouvernement, on doit récompenser tout le monde. Mais cela ne va pas continuer. Et ça doit arriver à un point où on doit réduire le niveau du gouvernement. Parce que j'ai besoin que vous compreniez, 70% des budgets de ces pays est consommé par les infrastructures dans ces pays, par les gouvernements, la politique, par les institutions de l'État. 70% des budgets. Donc, beaucoup de choses doivent être diminuées. Comment on dit, size, c'est quoi size en français? Le niveau du gouvernement. La taille. La taille du gouvernement doit être réduite. Les assemblées provinciaux, sur ce quoi-là, les députés provinciaux, tout ça doit être enlevé pour être capable d'avoir un certain budget. Et cela va épargner plus de 100 millions à 200 millions de dollars qui doit être mis à côté et ça peut entrer dans l'économie du pays. Avant d'arriver au niveau de l'argent, parce que j'ai beaucoup d'éléments sur la question, oui. Mais revenons sur la taille du gouvernement. Oui. Est-ce qu'il faut avoir dans ce pays 4 ministères sur l'éducation? Vous avez le ministère de l'EPST, vous avez le ministère de l'ESU, vous avez le ministère de la recherche scientifique, vous avez le ministère de la formation professionnelle. C'est finalement 4 ministères qui devraient se retrouver dans un seul ministère. Donc vous avez rejoint ce que je suis en train de dire. Vous avez rejoint ce que je suis en train de dire. De la même chose que j'ai parlé par exemple de l'autre ministère, c'était quoi? L'aménagement du territoire, habitat, affaires foncières. En principe, ça devait être un seul ministère. Voilà, tous ces ministères-là devaient être ensemble. Donc c'est ce que je suis en train de dire. Après ce gouvernement ici, ok, nous comprenons, Monsieur le Président. On lui accorde cette chance-là. C'est normal. C'est lui le Président. C'est son premier gouvernement. Il y a eu des accords. Les gens doivent être récompensés. Et de l'autre côté aussi, il doit mettre les gens compétents. Nous saluons ces efforts-là. Mais on ne peut pas continuer avec cela. Parce que cela est en train d'égorger un certain nombre, un montant d'argent qui affecte... Mais là, comme on fait un très bon pas, de 66 à 55. Quand même, ça va. Oui, donc, mais toi-même, tu es en train tu me réjouis puis tu m'arrêtes. Non, moi, je pose juste des questions. Oui. Et je suis content. Oui. Ah, mais c'est comme ça que j'ai dit que nous ne tenons pas rigueur au président. Oui. Moi, je suis fier. On est parti de 66 à 55. Peut-être que le prochain gouvernement, on aura 50. Et puis après, on aura 45. Le prochain gouvernement n'a pas besoin d'avoir 50. Le prochain gouvernement a besoin vraiment d'avoir 30. Couper vraiment, diminuer, mettre tout en place. Et cela, on va envoyer tout cela au président.
Et on va le mettre qui peut Mais savoir ça. il y a la pesanteur politique aussi, quand vous avez un parlement de 500 députés. D'abord, la question, c'est de savoir, comme vous dites, est-ce qu'on a besoin d'avoir un parlement, une assemblée nationale de 500 députés? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un Sénat de 108 sénateurs? Avons-nous vraiment besoin d'avoir des assemblées provinciales aujourd'hui? Je pense que le Parlement, le Sénat, avec ce nombre-là, peut-être c'est normal, avec 80 millions de la population, pour voir combien de personnes peuvent quitter dans chaque province. Ça, ce sont des choses qui doivent être revues. Mais les assemblées provinciales, c'est ça ce que tu as dit? Oui. Ça, tout ça, on n'en a pas besoin. Oui, monsieur, on n'a Et pas je besoin. tiens toujours à ça, je tiens toujours à dire ça. Je sais que beaucoup d'entre eux n'aiment pas ça, mais tout ça, c'est nécessaire, on n'en a pas besoin. Ça doit être détruit et ça doit être enlevé le plus vite possible. Alors, dans cette histoire d'argent dont vous parlez tout à l'heure, Oui. est-ce que vous êtes au courant que le gouvernement congolais doit payer 66 ministres sortants les indemnités de sortie, mais en même temps payer 56 ministres les frais d'installation, ce qui fait que le gouvernement va devoir payer 55 jeeps pour les nouveaux ministres. Alors on se pose la question, en une année, on aura perdu autant d'argent qu'ils ne vont le regagner, qu'ils vont gagner rapidement. Et oui, mais tout ça, ce sont des choses qui doivent être révisées après. Ouais, ce sont des hommes d'État qui ont servi les pays, qui servent les pays. Ils sont en train de quitter. On les emmène, ils reçoivent ce qu'ils doivent recevoir. C'est dans les documents. Alors maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qu'on en fait à partir d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses, ou beaucoup, même revoyant la Constitution, revoyant les lois dans ces pays qui doivent être révisées. Et si ces choses-là ne sont pas révisées, ce sont les mêmes choses qui vont se répandre. Alors j'insiste que ces lois doivent être révisées. Très bien, on revient sur la question de l'état des sièges maintenant. L'état des sièges, beaucoup sont contre l'état des sièges. Je parle de Lise Sanga qui lui dit que le chef de l'État avait beaucoup de possibilités pour passer à autre chose que l'état des sièges, mais il ne nous a pas dit exactement de quoi il voulait que le président le fasse. Loucha pense aussi que le chef de l'État devrait surseoir l'état des sièges, parce que pour eux, ils estiment que l'état des sièges n'était pas la solution adaptée à ces problèmes. Mais il faut rappeler que c'est la première fois que nous puissions expérimenter l'état des sièges depuis que le Congo est ce qu'il est. Pendant Mobutu, vous n'avez pas expérimenté l'état des sièges. Je sais pas trop, je n'ai Je pas pense assez que pendant l'histoire. Mobutu, vous avez expérimenté l'état des sièges. Moi, je n'ai pas, en tout cas, je n'ai pas l'histoire. Oui, j'ai lu l'histoire sur ça, vas-y. Oui. Non, votre point de vue sur l'état des sièges. C'est partagé en deux côtés. La première chose, je ne pense pas, j'essaie de rejoindre Lise Sanga, je pense de rejoindre aussi la Loucha. Je ne pense pas que vous avez besoin de militaires ou les soldats pour être capables de contenir cette situation. Ça, je les rejoins dans cette idée-là. Je pense au contraire que il devait essayer parce que avec son prédécesseur, il y avait que les gens aiment son prédécesseur, on ne l'aime pas, mais son prédécesseur, je pense que il avait essayé d'un côté de réduire ou bien d'essayer de réduire le taux de mortalité, des attaques, de meurtres qui se faisaient. Jamais. Attendez, non. Jamais. Non, attention. Ils avaient essayé de contenir la situation d'une forme et d'une autre. Attends, je sais là où je suis en train de partir. Il devait, s'il a fait ça, on ne sait pas, parler avec son prédécesseur pour savoir qu'est-ce que son prédécesseur a fait comme méthode ou qu'est-ce qu'ils ont mis en place. Ça, c'est une des réponses. Une autre chose, c'est le fait que on doit se poser la question. Lorsque vous enlevez un gouverneur, vous faites tomber tout son cabinet, vous faites tomber tous ces gens qui sont à côté. Les députés provinciaux là, surtout qui se comportent au roi. C'est suspendu. Tout ça c'est suspendu. Oui. Alors, quels sont les mécanismes ou bien quelles sont les choses qui ont été mises en place pour contenir ces gens-là? Parce que ces gens-là, il faut voir bien dans la politique, ces gens-là, et dans leur territoire là, au nord Kivu ou à Ituri, est-ce qu'ils vont accepter ces militaires qui viennent
de notre endroit pour venir les contrôler. Et se poser des questions. Les militaires qui sont là, comment est-ce qu'ils vont gérer ça? Donc, le problème ethnique, le problème tribal, les problèmes là, tout ça, ce sont des problèmes que lorsque le chef est en train de prendre une décision, il doit prendre compte de tout ça. Oui, mais il a pris compte de tout ça. Exactement. Attendez, je continue. De l'autre côté, je rejoins le président parce que je pense que s'il a fait une étude sur toutes ces choses-là, telles que les enjeux ethniques, tribaux, tout ce qui se passe, comment est-ce qu'il a pu parler avec le gouverneur, il a pu parler avec les députés provinciaux, il a pu parler avec tout ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui finance toutes ces milices-là. C'est ce que j'essaie de comprendre. Il y a des gens, et nous tous nous le savons, il y a le monde occidental qui est là. Je suis du monde occidental, je connais. Je sais qu'il y a des gens du monde occidental qui est là. Il y a des grandes compagnies minières qui sont là. Il y a des pays frontaliers qui sont à l'intérieur. Mais il y a aussi les politiques congolais. Oui, il y a aussi les politiques congolais qui sont là. Alors c'est comme ça que on doit faire sortir, maintenant on doit savoir quels sont ces politiques congolais. Parce que les militaires vont aller là-bas, ils vont seulement essayer de maîtriser, contenir les problèmes, mais ils ne vont pas guérir les problèmes. Et c'est ça l'histoire. Parce que, est-ce que cela va amener une paix? Et la paix là va régner là-bas pour combien de temps? Et la question de savoir, le président veut amener un gouvernement de militaires, tout ça, dans cet endroit-là, pour combien de temps? Est-ce que c'est ça ce qui va amener jusqu'à... C'est 30 jours. Hein? On sait tous que l'état de siège n'est déclaré que pour 30 jours. Oui. Après 30 jours, les chefs de l'État devaient encore demander qu'on lui accorde encore 30 jours. C'est ça. C'est ça. C'est 30 jours. Oui. Pour combien de temps le président essaie de faire ça? Et tout ça, donc tu vois, en quelque sorte, ce que j'essaie de dire, je rejoins le président si il a déjà fait les études de tout, il a essayé déjà comment maîtriser et les problèmes tribaux et les problèmes ethniques et maîtriser ce qui était là dans l'administration, ce qui dirigeait avant. Mais comment vous expliquez? Et de l'autre côté, là où j'ai un problème, si ces choses-là ne se sont pas faites, les autres là, ça ne va pas marcher. Comment j'explique? Oui, comment vous expliquez le fait? Ma question, elle n'a aucune tendance. Hein? Oui. Et je voudrais qu'on se comprenne. Elle n'a aucune tendance. Oui. Juste, je vais vous poser la question de savoir, comment vous expliquez qu'à l'époque de Kabila, il n'y avait que 40 et quelques groupes armés, ce qu'on nous dit, et juste après lui, nous sommes à 100 et quelques groupes armés? Et c'est pourquoi vous êtes en train de rejoindre ce que j'étais en train de dire. C'est pourquoi, si le président a fait ça, je ne sais pas, peut-être d'une façon ou d'une autre, je saurais ça. Si le président a pu être en contact avec son prédécesseur pour lui poser cette question-là, ça va aider de connaître la réponse. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que Kabila lui-même n'a pas réussi à mener la paix là-bas? Écoutez, si lui n'a pas réussi à amener la paix. C'est toi qui m'as posé la question. Si, mais moi, ma question, elle est beaucoup plus profonde que ça. Je comprends là où vous allez. Elle est beaucoup plus profonde que ça. Je comprends là où vous allez. Et vous savez quoi? Je ne vais pas aller là-bas. Je vais rester ici. Parce que je sais là où vous allez. La question est de savoir s'il est avec 40 et lorsqu'il a quitté, maintenant il y a 100. Il y a deux choses. Et les deux choses là, c'est là où je ne veux pas partir parce que si je pars, je vais ouvrir encore les portes. Parce que toi et moi, on se connaît on sait bien. Alors, maintenant, si le chiffre a augmenté, il y a deux choses. Posez d'abord la question à l'autre qui était là. Comment est-ce que vous avez pu maîtriser cette histoire ici à 40 pour que le chiffre n'augmente pas? Et de l'autre côté, est-ce qu'il y a une autre influence qui fait en sorte que celui qui est au pouvoir, maintenant les chiffres là se multiplient. Mais même Kabila n'a pas trouvé 40, Kabila avait trouvé une dizaine de groupes armés. C'est après 18 ans que ces groupes-là sont devenus à 40. Mais maintenant, après 18 ans, c'est venu à 40, mais après 2 ans, on a 100. Justement, la question, elle est beaucoup plus simple. Donc, c'est-à-dire... Ça saute aux yeux, en fait. Tu vois, c'est pourquoi... Ça saute aux yeux. C'est pourquoi l'ancienne administration et la nouvelle administration, c'est pourquoi le leadership, c'est très important. Ce qui est sortant, et il y a toujours un accord. Même que ce soit aux États-Unis, même que ce soit au Canada, même que ce soit dans notre pays, le président des États-Unis, l'ancien président, tous les anciens présidents continuent à recevoir l'information secrète du Congo comme le président assis. Donc, comme Joe Biden est président comme ça, il reçoit ce qu'on appelle Information Secret of National Security. C'est la même information qu'on envoie à Donald Trump, on envoie à Barack Obama, on envoie à Bill Clinton, on envoie à Jimmy Carter. Lorsqu'ils les envoient,
tous ces présidents-là, parce qu'ils sont en vie, ils sont informés de la situation sécuritaire du pays. Alors, les pays africains, et ça, je pense que vous êtes peut-être étonnés à ça, les pays africains, maintenant, c'est à eux maintenant, et que le président qui est en place, est-ce qu'il permet à ce que les prédécesseurs puissent avoir l'information pour essayer de travailler ensemble ou essayer de lui donner une idée, de lui dire, bon, moi je pense ceci. Mais là, celui qui prend la décision, c'est celui qui est assis. Hein, mais ils ont essayé ça. Ah, parce qu'ils ont essayé. Étaient ensemble. Ah, peut-être toi tu sais ça. Moi non, je ne sais pas. j'ai dit qu'ils étaient ensemble. Au début du mandat, Félix Tshisekedi a montré sa bonne foi. Il était avec Kabila Joseph depuis un bon bout de temps. 2 ans après, ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas. Ils se rentraient dedans à tout moment, ils se marchaient dessus, les uns ne respectaient pas les autres. Ils ont décidé d'arrêter tout contact possible. Alors je me pose la question. Mais ça, ce n'est pas la maturité politique. Non, la maturité, c'est pas même la maturité de la vie. Oui, la maturité, c'est quoi alors? La maturité, c'est-à-dire que si, comme tu as dit, ils ont arrêté tout contact et tout ça, donc, et ça, mon rôle ici, ce n'est pas d'entrer dans le constat politique, mon rôle ici, c'est de répondre à des questions. La maturité, c'est le fait que vous ne pouvez pas couper les ponts. Vous pouvez toujours, lorsqu'on est en couple, ou bien lorsqu'on est en une relation quelconque, et il y a eu un enfant, ou il y a eu le bien ensemble. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on se sépare ou on ne se comprend pas, on ne peut pas se séparer. Non, mais Kabila Joseph et Félix Tshisekedi, ils ont essayé d'être ensemble, ça n'a pas marché. Et pour Kabila, pour Félix Tshisekedi, pour le camp de Félix Tshisekedi, Joseph Kabila est de très mauvaise foi. Pour le camp de Joseph Kabila, Félix Tshisekedi n'est pas reconnaissant. Et donc, les deux s'accusent mutuellement. Mais vous voyez maintenant, les deux personnes qui peuvent aller au-delà de ça, vous pouvez vous accuser comme mauvais. On dit en leadership that the leaders goes beyond and above drama. Donc, les leaders, ils doivent être capables. Monsieur le président Félix Tshisekedi, vous êtes le président de la République, vous devez aller au-delà de tous les caprices, de tout ce qui se passe au devant le politique. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui le leader numéro 1 de ces pays. Et ce n'est pas Kabila, c'est lui. Donc, celui qui initie en leadership, c'est le chef. C'est l'autorité qui en a. Que ce soit, ils ne se sont pas compris, tout ça. Toutes ces histoires-là, ce sont des caprices humains. Mais qu'est-ce que Joseph Kabila apportera à Félix aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va apporter aujourd'hui au moment où Félix Tshisekedi a la majorité parlementaire, il a le Sénat, il a l'Assemblée nationale. Vous avez vu par exemple l'état des sièges, comment c'est allé vite. À l'époque de Kabila, on a entendu des choses. Hein. À l'époque de quand Mme Abunda était là, M. Tambomba était là, ils ont donné des leçons au chef de l'État, justement pour l'état d'urgence seulement. On a entendu tout. Mais aujourd'hui, vous avez vu, il y a eu un état de siège sans beaucoup de problèmes. Le chef de l'État a appelé le Premier ministre qui lui a dit, il a appelé le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. Mais ça, c'est très important. Ça, c'est la beauté de la démocratie. La beauté de la démocratie. On peut pas être, vous ne pouvez pas être un pays démocratique sans pour autant accepter qu'il y a des confrontations et des désaccords. Non, mais pas à ce point. Attendez. Même pour des choses simples. Oh non, mais non. Non, écoutez. Que ce soit des choses simples, que ce soit des choses difficiles. Et c'est ça la beauté de la démocratie. Mon rôle ici, c'est d'essayer de faire comprendre que la beauté de la démocratie fait en sorte que même si on ne voit pas de la même chose, il y a toujours la maturité qu'on doit être au-dessus de nos caprices et de nos différences. On va aller toujours dans l'état des sièges. Comment vous vivez l'époque? Donc, bien préciser ici. Donc, ce que je pense que sur le plan Kabila étant militaire, Kabila étant ceci, tout ça, et président Tshisekedi conduisant le pays, c'est important qu'il lui pose des questions. S'il ne lui pose pas, il parle, il communique. Peu importe qu'il ait la majorité, qu'il n'ait pas la majorité, ce pays ici est au-dessus de Kabila et au-dessus de Tshisekedi. C'est pour le bien de tout le Congo. Que pensez-vous de la proposition du Dr Mukwege? Pour le Dr Mukwege, l'état d'urgence, en fait, il n'a pas encore parlé sur l'état de siège, mais lui avait parlé de l'Artémis. Il faut demander à ce qu'une armée française, quelque chose comme ça, vienne pour régler le problème à l'est du pays. J'ai toujours été... Le programme Artemis. Hein, oui, le programme Artemis, je connais. Ma position à moi, je suis contre ça. Moi, je suis pour ceci. Et je vais vous le dire clair. Moi, je suis pour ceci. Aujourd'hui, il y a des militaires kenyans qui vont venir, disons les militaires kenyans qui vont venir pour aider. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec les Français, tout ça. Je ne suis pas d'accord avec cette histoire. Je crois tout simplement que si
L'armée congolaise est la 8e armée la plus forte en Afrique. Hein? C'est écrit là-bas. Aujourd'hui, je crois, qu'est-ce que le militaire kenyan ou qu'est-ce que le militaire français, peut-être ils ont les armes, ils ont l'expérience, tout ça, disons peut-être les Kenyans, qu'est-ce que ces militaires-là ont que les militaires congolais n'ont pas? Si ce n'est que les salaires, les armes, l'enthousiasme, l'énergie, le courage et la détermination. Vous donnez ces 6 éléments aux militaires congolais, ils vont résoudre ce problème-là. Connaissez-vous L'argent, la détermination, le courage, l'armée, donnez-les ces choses-là. Ils vont renverser ces choses-là. La DSP, c'était la DSP sous Mobutu qui était parmi les moins forts. Lorsque Mobutu a commencé à perdre la tête, entrer dans l'histoire de pouvoir, il a commencé à redresser cette histoire-là. Un homme, un militaire, lorsque vous êtes capable de le satisfaire, vous êtes capable de lui donner ce qu'il peut faire, je pense qu'il va se battre. Connaissez-vous un seul pays dans le monde qui a réglé des conflits militaires chez lui avec sa propre armée? Parce que, selon les spécialistes militaires, aucune armée dans le monde ne réussit seule. Il faut des alliés. Ouais, non, même l'Amérique chez vous, ils ont des alliés. Alors, pourquoi ce serait mal que le Congo demande au Kenya de l'aider? Non, écoutez très bien, voilà. Je suis déjà, et je suis en train de l'insister, que je pense que il faut d'abord être capable, en fait, ce que j'appelle la conscience du ministre de Défense, j'appelle la conscience du ministre de l'Intérieur, j'appelle la conscience du chef de l'État, j'appelle la conscience du ministre, le Premier ministre. Si vous êtes capable d'augmenter les salaires de ces gens, vous êtes capable de leur donner ce que vous pouvez leur donner, croyez-moi, lorsque vous le mettez dans le champ de bataille, les résultats sera contraire à ce qu'on est en train de voir maintenant. Mais les alliés sont toujours importants. Attendez, je n'ai pas fini. Oui. Les alliés, c'est très important. C'est très, très important. Très, très important. Ils vont venir s'allier aux autres. Il est vrai, lorsqu'on est allé en Iran et en Irak, je prends l'Irak, les États-Unis devaient travailler avec la France, ils devaient travailler avec d'autres pays. C'est normal, les alliés, c'est bien. Maintenant, il faut se rassurer que lorsque les alliés là viennent, ils auront le même niveau de vie que le militaire que vous avez en place et ils seront capables de se retrouver qu'ils sont satisfaits. Et en même temps aussi, il faut se rassurer que le militaire que vous avez, vous, les Congolais ici, ils ne vont pas être complexés devant les militaires de l'autre pays. Donc, je ne suis pas contre le fait qu'on doit créer les alliés, mais je suis contre qu'on amène une armée sans pour autant avoir donné la chance à cette armée congolaise de faire ce qu'ils pouvaient faire. Au moment où il y a la revendication, il y a le gouvernement qui est responsable aussi d'aider ces militaires-là de faire leur part. Mais justement, l'armée congolaise a été dans cette histoire depuis 20 ans. Oui, ça n'a jamais changé. Oui, on est en train de parler. C'est ça, c'est pourquoi j'ai dit, on conscientise maintenant le Premier ministre, on conscientise le chef de l'État, on conscientise le ministre de l'Intérieur, on conscientise le ministre de la Défense, on conscientise le nouveau gouvernement qui est en place pour essayer de reshuffle, essayer de changer les choses. Alors, la liberté de presse, aujourd'hui, le 3 mai, on va terminer avec ce débat. Non, il y a 2 autres sujets. Il y a la question des élections, 2023. Mais parlons d'abord de la liberté de presse. Aujourd'hui, c'est le 3 mai. C'est la liberté de la presse, la journée de la presse. Comment voyez-vous la presse congolaise? Je pense que la presse congolaise, après avoir traversé une étape là où il y avait peut-être, sortant peut-être des anciens régimes, peut-être un système autocratique, peut-être une forme de démocratie non éclairée. Aujourd'hui, la liberté de presse est à la place où ça ne devait pas être. Je pense que ça devait avancer. Mais il y a 2 choses dans les 2 cas. Premièrement, il y a ce que les presses, ceux qui sont journalistes, comme vous, les médias, tout ça, votre droit, c'est de faire les critiques, mais pas les criticismes. Les critiques, c'est le fait que, je pense que j'ai bien dit ça, les critiques, c'est le fait qu'ils doivent exprimer leur opinion. Tout le monde ne peut pas être en accord avec les chefs de l'État.
tout le monde ne peut pas être en accord contre le chef de l'État. Donc, il faut porter des points de vue. Vous voyez ce que vous avez fait aujourd'hui. Il y a l'interview, il y a des questions dont tu peux être pour les chefs, il y a des questions que tu n'es pas pour les chefs. Donc, et ça, c'est le travail du journaliste. Mais le journaliste ne peut pas aller, ne peut pas insulter, ne peut pas parler de n'importe quoi. Et ça, c'est un problème. Donc, les critiques, porter un jugement, ce n'est pas mal. Mais les insultes, les choses, les mensonges, ça, ce n'est pas correct. Un journaliste ne peut pas dire quelque chose dont il ne peut pas prouver. Donc, avant de dire, on ne parle pas de la spéculation. Sinon, il faut retourner pour étudier. On ne parle pas de ses propres analyses simplement dans la tête comme ça. Non. Dans le journalisme, vous savez, quand je dis à mes étudiants lorsqu'ils sont en train d'écrire, c'est pourquoi il y a les citations. Les citations, pourquoi? Pour être capable de supporter ou bien d'être capable de défendre l'argument que vous êtes en train de dire. Donc, lorsque vous êtes un journaliste, vous êtes un avocat, vous êtes un homme de business, vous êtes un tout ça. Et ça, ce sont toutes les facultés là où j'enseigne. Que ce soit le business, leadership, droit, tout ça. On enseigne dans toutes les facultés. On dit aux étudiants, il faut être capable d'avoir un support lorsque vous faites vos arguments. De l'autre côté aussi, le gouvernement ne peut pas doit être capable aussi d'accepter que on parle d'eux, on les critique. C'est la maturité dans un pays, la démocratie. Pensez-vous que ça a changé? De parler. Parce que comment vous jugez les deux époques, l'époque de Kabila et l'époque de Félix Tshisekedi? Je pense qu'il y a des balances, il y a un problème, il y a des positifs qui étaient dans l'époque de Kabila et des négatifs. Il y a aussi des positifs dans cette époque, il y a aussi des négatifs. Épinglez-nous quelques cas positifs, quelques cas négatifs. Négatif, c'est par le fait que toi-même tu contrôles ce que tu vas dire parce que tu as peur qu'on va t'arrêter ici. Donc, ouais, ça c'est négatif. Ça c'était à l'époque en fait. À l'époque j'avais peur des Calèves qui pouvaient m'arrêter à tout moment. Non, même aujourd'hui, parce que dès que tu finis là, parce que je suis avec toi, non? Oui. Je sais comment on t'appelle. Non, mais moi, tu vois par exemple aujourd'hui on peut interpeller un journaliste, il arrive à l'ANER et puis on le relâche. Alors qu'à l'époque, quand on t'invitait, mais c'était pour ne plus rentrer. Bon, moi j'attends quand on va t'interpeller. Non, moi on peut pas. Si déjà à l'époque de Kabila, on ne l'avait pas fait, comment on va le faire aujourd'hui? Non, moi je crois comme vous, mais je pense plutôt que c'est une question aussi d'éducation et d'information personnelle. Voilà. Même moi à l'époque de Kabila, je n'avais rien à voir avec sa famille. Qu'est-ce que j'avais à voir avec la famille de Kabila? Mais aujourd'hui, les journalistes se payent le luxe d'insulter la famille du président, sa mère, sa femme, des choses qui n'ont rien à voir avec l'État. Vous, par exemple, on va vous attaquer sur votre femme ou sur vos enfants. À un moment donné, je me dis, mais à quoi ça sert de parler de quelqu'un, de la famille de quelqu'un, si vous ne pouvez pas parler de ce qu'il fait? Donc, par exemple, aussi parler attaquer la vie d'une personne, où on veut attaquer... Sa vie privée. Oui, on dit quelqu'un veut attaquer ma fille, par exemple. Ce ne sont pas des choses qui sont normales, qui sont acceptables. Alors, je pense que comment ça se passe ça fait partie de la déontologie. Je voudrais que vous puissiez nous parler d'abord de comment ça se passe aux États-Unis. Oui. Est-ce que les journalistes américains sont libres de tout dire? Est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui, quelqu'un peut aller parler de la femme de Joe Biden? Est-ce qu'on peut parler de ses enfants? Est-ce qu'on peut parler... Quand je dis parler, ça veut dire un sujet qui n'a rien à voir. Hein? C'est-à-dire, on veut parler de Biden, mais on attaque ses enfants. Est-ce que le média est organisé comme ça chez vous là-bas? Aux États-Unis, il y a 3 formes de journalisme. Il y a le journalisme qui est professionnel. Il y a le journalisme qu'on appelle les journalistes qui... Donc, quand je parle des journalistes professionnels, ce sont les journalistes qui parlent par rapport aux faits et aux facts. Donc, ils essayent de rester dans les normes qui, en fait, ils ont appris l'éthique, la déontologie et restent dans ces normes-là. Et deuxièmement, il y a les journalistes qui servent comme étant des commentateurs. Et ils font les analyses et les commentateurs. Et leurs analyses, des fois, ça tape à côté, des fois, ça touche toi. Et puis, troisièmement, il y a maintenant des journalistes, on ne les appelle pas des journalistes, on les appelle les entertainers, qui sont là et ils attaquent, ils parlent de tout. Alors, pendant le temps de Barack Obama, c'est là où ça avait commencé, on avait essayé d'attaquer ses enfants. Alors, les autres journalistes, maintenant qui sont professionnels, se sont levés. Et il y a eu, le gouvernement a parlé sérieusement sur cette histoire-là pour essayer de redresser les autres. Alors, les entertainers maintenant, et ils parlent des choses
Et en fait, c'est eux qui font même beaucoup d'argent que les autres journalistes professionnels. Chez nous, on a par exemple des gens comme des Sean Hannity, on a par exemple l'autre là, Bill O'Reilly. Donc, on a des gens qui sont là, donc ils sont là, entertained, donc ils te parlent. Donc, lorsqu'ils viennent là-bas, ils te parlent. Tu vois la femme du président, la femme du président a porté ceci. Ça ne sera pas insulte, vous comprenez, mais ça sera critiqué sur une chose qui n'a pas de nécessaire sur le journalisme. Et ils font aussi leurs analyses, tout ça. Mais maintenant, avant, lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de déborder, et le gouvernement essayait de les redresser, ils essaient maintenant de rester dans le Nord. Est-ce que ça insulte? Non, un avait essayé d'insulter Rush Limbaugh, qui est décédé, paix à son âme, et ce qui lui était arrivé, c'était pas bien, on avait tellement attaqué et il s'est redressé. Donc le journalisme n'est pas fait pour insulter les gens. Le journalisme est fait parce que si tu insultes, il faut voir que notre politique aussi, les présidents de la République, les membres du Sénat, tout ça, mais ils sont au-dessus de la mêlée. Il y a certaines choses qui se passent dans les médias, tout ça, ils n'en suivent même pas. Donc, pour dire qu'il y a certaines choses que les journalistes peuvent s'en passer dans le monde occidental, ici en Afrique, ils ne penseront pas, ni dans le monde asiatique. Très bien. Ah oui, pourquoi le monde asiatique? Parce qu'ils sont, je crois, conservateurs à un moment donné. Ils sont conservateurs et contrôlent beaucoup de choses. Et aux États-Unis, il y a la liberté d'expression, tout ça. Les gens parlent de n'importe quoi. Mais si vous voulez poursuivre quelqu'un pour la diffamation, vous pouvez le poursuivre et vous allez gagner. Aux États-Unis aussi? Oh oui, vous allez gagner. Il y a des journalistes qui ont perdu le procès. Oh oui, la chaîne les a fait partir. Hein. Oui. Okay. Oui, il y a le Bill O'Reilly, il y a de ceci. Scandale sexuel, diffamation de quelque chose, et surtout c'est la diffamation des grandes images de la personne qui a attaqué sur la personne et que maintenant cette histoire-là commence à faire pression à la compagnie. On te fait partir. Hein. CNN a libéré beaucoup, mais une des raisons pourquoi Larry King a quitté CNN, non, mais je ne vais pas parler de ça aussi. Larry King, c'est un grand oui, c'était un grand, mais le chef, le propriétaire, il était décidé, il devait le faire partir. Donc, il y a des scandales où on protège la compagnie et on te fait partir. Hein. Quelle que soit ta taille, quelle que soit ta compétence. Quel que soit qui que tu es, quelle que soit ta compétence. Et Jimmy Fallon, parce que nous croyons que l'être humain n'est pas plus fort que l'institution. L'institution est plus forte que l'être humain. L'être humain est là pour servir à l'institution, mais pas le contraire. Lorsque l'humain se croit au-dessus de l'institution, c'est comme ça qu'il y a des vols. C'est comme ça qu'il y a la corruption, c'est comme ça qu'il y a des choses. Est-ce que vous connaissez Jimmy Fallon aussi? Oui, je connais Jimmy Fallon. Est-ce que c'est un grand... Parce que finalement, j'ai vu ses émissions, il reçoit tout le monde. Oui. J'ai vu Obama, oui, c'est un grand... Jimmy Fallon, il aime la partie de comédie et la partie de tout ça. Ouais. Parce que chez nous, la comédie, là, fait partie de ce qu'on appelle un stress relief. L'Amérique, c'est un pays de stress. L'Amérique, c'est un pays où donc, nous sommes dans les stress à haut niveau. Nous travaillons de longues heures. Nous sommes dans ceci, tout ça. Alors, les gens veulent, lorsqu'ils rentrent chez eux à la maison, dans le prime time, de 21h à 22h à 23h. Souvent, certains, à 21h, je suis CNN. À 22h, je suis Fox. Là où on critique l'administration. Donc, nous avons tendance, donc, par exemple, maintenant, Joe Biden, CNN le soutient, Fox News l'attaque. Alors, et à la fin, à 23h, on va mettre le Jimmy Fallon, on va suivre maintenant les comédies, Bill O'Reilly. On va suivre les comédiens pour nous faire rire. Et c'est le show qui a beaucoup de vues. Alors, c'est pourquoi ils amènent tout le monde, ils amènent et les politiciens et tout ça, pour se servir de leur plateforme d'une façon indicative, d'une façon politique, d'une façon... Donc, ils veulent toucher toute la société, toute la souche des... société. Est-ce qu'aux États-Unis, les journalismes sont, je veux dire, il y a des journalistes de gauche, de droite, on sait que il y en a aussi. Oui. Donc, par exemple, chez moi à la maison, je sais qu'à 20h, je dois suivre, je suis par exemple, je suis un homme qui aime beaucoup suivre les séries, mais si je suis chez moi à la maison, à 20h, je suis par exemple CNN, 21h, je vais suivre peut-être CNN, et puis je sais que 22h, je vais suivre Fox News. Donc, quand tu es démocrate, vous avez tendance à suivre CNN. Quand vous êtes républicain, vous avez tendance à suivre Fox News. Donc, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça qu'eux tous, ils amènent maintenant les commentateurs. Les commentateurs, maintenant, ils amènent le commentateur de ceux qui soutiennent le président et de celui qui est contre le président. Et ça se fait un débat.
Donc c'est pourquoi je disais la maturité est très grande. Donc, il y a des journalistes, quand on te voit, on dit, ah, Christian Bossé, comme par exemple, toi, on te dit, tu es de Fachi Béton. Donc, quand on te voit, on dit que non, tu es de Fachi Béton. Quand on te voit de ça, on dit que tu es ça. Donc même là-bas aux États-Unis, c'est comme ça. Ça oui, existe. oui, Les journalistes pro-pouvoir et les journalistes contre-pouvoir. Donc, il y en a. Ok. Non, il y en a. Donc, ça, c'est pas un problème. Mais maintenant, il y a aussi une classe de journalistes qui sont ce qu'on appelle le neutre. Les ABC, par exemple. Et ils sont neutres. Et ils sont ni à gauche, ni à droite. Ok. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que, et ne t'en fais pas, hein, le journaliste, Don Lemon de CNN, il fait à peu près plus de 5 millions de dollars par année. Hein. Vous avez, par exemple, le Sean Hannity, il faut à peu près 150 millions de dollars par année. Donc, tu vois. Donc, alors, et le président aussi, Joe Biden, Trump le faisait de temps en temps. Il veut faire passer son message, sa folie, sa délire, c'est quelque chose comme ça. Il appelle maintenant son ami Sean Hannity, qui est journaliste de Fox News, qui le soutient. Il lui dit, voilà ce que je pense faire. Voilà ce que je pense faire. Viens, interviewe-moi, et il interviewe. Et il le soutient, et il met les arguments. Mais c'est les grands médias, alors. Hein? Oui, c'est les grands médias. Ce sont les médias qu'on suit. Donc, ils ont l'argent, ils ont des hélicoptères, ils ont tout ce qu'un média peut avoir. Oui, mais ils n'ont pas commencé. Sean Hannity a commencé lorsqu'il est sorti à l'université. Ils n'ont pas commencé. Ils ont commencé à rien du tout. Oui. Et ils commencent à s'étailler. En fait, quand tu commences le journalisme aux États-Unis, tu commences comme étant un commentateur, tu commences comme étant un broadcaster, tu commences par des petites étapes, tout ça. Et lorsque tu commences à te faire un nom, par exemple, Christian Bossé, mais tu commences à te faire un nom, tu vas arriver à un point où tu dois décider. Ma philosophie s'incline plus du côté démocrate ou pour le côté républicain. Ou bien je pense que je dois rester neutre comme je suis là. Donc, nous avons par exemple, je sais que si tu suis CNN, c'est le côté plus démocrate. Si tu suis Fox News, c'est le côté plus républicain. Si tu fais ABC, c'est du côté neutre. Okay. Si tu suis New York Times, le journal même New York Times, c'est démocrate. Donc, si tu as besoin de critiquer Kabila, tu as besoin de critiquer New York Times, va faire ça pour toi directement. Si tu as besoin de critiquer donc Joe Biden, tu as besoin de faire ça Wall Street, tu vas faire ça directement pour toi. Donc, tu vois, donc c'est cette tendance de ce côté-là, c'est ce qui se passe. Et la chaîne de la dame Oprah Winfrey. Oui. Elle, c'est quoi? Oprah Winfrey, maintenant, c'est du côté où elle reste neutre. Donc, comment s'appelle sa chaîne? Sa chaîne, ça va quand même. Ça s'appelle comment? Own. Oprah Winfrey Network. Ça, c'est suivi aussi? Oui, c'est suivi aussi. Elle a fait une interview avec le prince, tout ça. Oui. Ouais. Donc, non, mais ouais, c'est pourquoi nous voulons faire comme eux, en fait, faire mieux comme eux. Mais là, toi aussi, tu veux faire du côté neutre ou bien tu veux pas choisir moi, je suis pas neutre. Je ne serai jamais neutre. Ah, ok. J'aurai toujours une position. Tu auras toujours une position. Oui. Et ta position maintenant, c'est quoi? Le monde le suit. Hein. Non, quoi, ma position maintenant. Oui. Si, je soutiens l'alternance et je soutiens l'actuel président. Ok, et c'est bien. Et je l'assume en tout cas. Ah ouais, il faut l'assumer. Et ça, c'est très bien. D'accord. Alors, vous soutenez qui alors? Qui, moi? Ouais. Moi, je suis toujours neutre. Parce que ce que je fais dans la vie, je ne peux pas prendre une position. Moi, je prends ma position, je l'assume en tout cas. Oui, parce que le problème, c'est que, oui, tu dois l'assumer de ces côtés-là. Moi, je soutiens et Fachi et les gens qui sont contre Fachi. Parce que ça fait partie de la démocratie. Très bien. Donc, alors on va terminer avec élection 2023. Oui. Pensez-vous qu'il faut qu'il y ait élection en 2023? Le chef de l'État l'a si bien dit qu'il y aura élection en 2023. Et puis il dit, ne pensez pas que j'ai une seule petite idée de dépasser ces délais-là. On va le faire. Et même quand les gens ont parlé de recensement et tout, il dit non, on va et les élections et les recensements. Et les recensements. On va faire tous les deux en même temps. Vous vous rappelez, une fois, on était ici ensemble, on avait parlé de ça. Je soutiens le président de la République. Je crois réellement, si tu fais les statistiques du monde, les recensements peuvent se faire et les élections peuvent se faire. En même temps, les pays peuvent avancer. Donc, je suis d'accord avec le président. Je pense que comme il a le contrôle des parlements, il a la majorité de son côté. Maintenant, il connaît lui-même et qu'on lui a dit que c'est possible de se faire. Alors, il faut que la machine de recensement soit en place et il faut que la machine d'élection soit en place. La seule chose, c'est que, Monsieur le Président, présentez une bonne élection. C'est ça la seule chose. Merci beaucoup, professeur. Merci, docteur. Merci, pasteur. Merci tout. Merci en tout cas, docteur Chirandi, d'être passé.
Je crois que ce n'est qu'une première interview. Je crois qu'on va la faire encore pour continuer à parler. Moi, j'apprécie votre neutralité, hein, même si il y a d'autres qui estiment qu'on ne peut pas être neutre dans la vie. Il faut avoir une position. Oui. Mais merci d'être patient. Ça, ce n'est pas un problème. Tout le monde peut penser à ce que fait. Mais ce que nous faisons, quand tu touches plus de 7 chefs de l'État de différents pays, tu comprends que tu ne peux pas prendre une position. Oui. Tu ne peux pas prendre une position. Donc, c'est comme ça. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans la Washington. Maman Martin Maman Martin balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso biloko ya wanalini yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo moko ya elei. Mpo babondela yo balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à ndako na basinois sino kolie pe ya sino kolia nini. Ndeko na yo teka aloteka biloko ya mboka ya fresh bio na bio yo mama mbayo kuna monkanja izali balobi nzomo eyali enkuba baniwa balobi enjenje ezali takomba kanganya kwe mpoto ya mbisi balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne kala ngando ndengalali na basi oyedike na sutu ezako dia na peti po mama mande ya solo po ba to comprendre te mawa ba congolais où allons-nous Bona kolia na bino moko bakone ya bino kolia na abeti chongo na yo. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Nurse6 Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Nurse6 Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Congo.